avez la parole pour nous présenter donc les aspects contentieux plus en aval, en quelque sorte, puisque votre présentation doit porter sur l'office du juge de l'excès de pouvoir. Bien, je vous remercie. Alors, bon, en réalité, beaucoup de choses ont été dites par Madame Taxi juste avant moi sur le régime contentieux des moyens et également des conclusions. Donc, il y a des choses que je redirai. Quelques mots peut-être d'introduction, mais ça aussi, vous venez de le dire. Pour souligner que c'est un contentieux, le contentieux de l'urbanisme commercial qui s'est raccourci, et qui normalement aussi s'est simplifié. Du moins, c'est le but de sa réforme. Mais on se rend compte, on s'en rend tous compte, mais nous, notamment au niveau du Conseil d'État, on se rend bien compte que cette simplification va être assez moyennement au rendez-vous. D'abord parce qu'on est confronté à la difficulté. Bon, ça se terminera bientôt par définition, mais on est quand même encore confronté à la difficulté du régime transitoire, avec cette date pivot du 15 février 2015, à partir de laquelle les actes pris par les commissions départementales et nationales d'aménagement commercial deviennent de simples avis, susceptibles de recours. Mais avec la question de savoir si cet acte fait suite à la première annulation d'un acte qui, à l'époque, valait décision, quelles conséquences on en tire sur le régime contentieux du second acte de la commission nationale. Voilà, déjà rien que ça est déjà assez compliqué. Ce qui est aussi assez compliqué, c'est qu'en réalité, en fait, on a fusionné donc la partie autorisation d'exploitation commerciale et la partie autorisation de construire en un seul acte. Mais en fait, en maintenant le principe, et c'est normal, le principe d'indépendance des législations. Ce qui fait que, et dont on trouve ensuite les traces et les traductions en matière de présentation des moyens, des conclusions, etc. Donc, en réalité, forcément, la simplification là, souhaitée ne peut pas être totalement au rendez-vous, puisque d'un côté, on fusionne, mais de l'autre, on maintient l'indépendance des législations. Toujours dans les difficultés qu'on rencontre et qui marquent les limites de la simplification voulue, il y a la question de la compétence liée, et qui pour le coup me semble pas tout à fait tranchée, la question de la compétence liée du maire lorsqu'il délivre le permis de construire tenant lieu d'autorisation commerciale, à la suite donc d'un avis défavorable de la commission départementale ou nationale d'aménagement commercial. J'y reviendrai. Et puis il y a, mais la précédente intervention a très bien développé ça. Il y a l'appréciation de l'intérêt à agir du requérant. Donc sur la recevabilité de son action même, mais également ensuite sur la recevabilité des moyens qu'il présente à l'appui de son recours. Voilà, donc déjà un certain nombre de choses qui marquent les limites un peu de la simplification voulue. Et il y a également la poursuite un peu des pratiques antérieures, notamment dans la pratique du séquençage, où on continue en fait en amont, dans la présentation du dossier, à présenter un dossier surtout sur le volet commercial et puis à attendre pour nourrir le dossier sur le volet autorisation de construire. Alors, je traiterai le sujet en 3 points. Donc, en suivant en fait le déroulement du procès contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir. Donc, un premier point sur l'intérêt à agir et tout ce qui est irrégularité procédurale. Un deuxième sur le fond, sur la légalité interne. Les questions de légalité interne, et un troisième point sur les pouvoirs du juge, portée de l'annulation, régularisation et injonction. Donc, alors un premier point sur l'intérêt à agir. Donc, ça a été déjà dit auparavant. Malgré donc la fusion qui a été opérée, on a toujours au fond 2 catégories de requérants. Qu'on peut simplifier, on peut simplifier les choses en disant il
Il y a d'une part les requérants urbanistes ou les requérants d'urbanisme, hein, typiquement les voisins du projet, et d'autre part les requérants commerciaux, donc typiquement les concurrents du pétitionnaire qui présente la demande d'autorisation, de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. J'y reviens pas parce que ça a été dit, donc tout est dans l'article L600-1-4 du Code de l'urbanisme qui distingue donc ces deux requérants au regard des moyens qu'ils peuvent présenter et des conclusions également qu'ils peuvent présenter. Et donc, très concrètement, le requérant commercial, donc typiquement le concurrent, il ne peut demander l'annulation du permis de construire l'autorisation d'exploitation commerciale qu'en tant qu'il tient lieu de cette autorisation d'exploitation commerciale. Et à l'appui de cela, il ne peut soulever que des moyens dirigés contre cette autorisation d'exploitation commerciale. Et symétriquement, le requérant urbaniste, le voisin, il ne peut demander l'annulation du permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation de construire en présentant des moyens dirigés contre cette autorisation. Et au fond, et c'est là aussi la limite en fait, la limite de la simplification voulue. En fait, il y a deux limites. C'est parce que la simplification n'est pas si simple, et en fait, cette simplification est quand même marquée par une certaine continuité avec entre guillemets l'ancien régime. Et on constate que dans l'ancien régime, donc avant la fusion, on jugeait déjà qu'un commerçant ne justifie pas d'un intérêt qui lui donne qualité pour contester le permis de construire délivré à une société en vue de la construction d'un local commercial. On le jugeait donc dans des décisions de 1987, 1995. Donc la conséquence qu'on tire de cela, on la voit assez bien dans une décision du Conseil d'État Sodipaz je ne sais plus, enfin de 2020, je ne sais plus quelle est la date exacte, mais où on a vraiment un découpage de la décision avec les moyens et les conclusions dirigées contre, d'une part, l'arrêt de la Cour, puisqu'on est en cassation, l'arrêt de la Cour en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, et d'autre part, l'arrêt de la Cour en tant qu'il tient lieu d'autorisation de construire. Et d'ailleurs, on fait application des critères habituels d'appréciation d'intérêt pour agir en matière d'urbanisme dans le cadre de l'examen de la cassation dirigée contre l'autorisation de construire, donc en regardant si le voisinage est suffisamment immédiat, etc. Donc la conséquence de cette appréciation, je dirais, fine et binaire un peu de cet intérêt pour agir, c'est que le concurrent commercial est irrecevable à contester le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire. On l'a jugé dans une décision qui est de 2018, je crois, ou 2019 peut-être, société MTP, où là on avait précisément un concurrent commercial qui attaquait le permis en tant qu'il valait autorisation de construire, et qui, à l'appui en fait de cette contestation, se prévalait de ce que le projet, enfin le commerce en cause, le projet, se trouvait dans sa zone de chalandise. Donc ce qui était une argumentation typiquement de concurrent commercial, mais qui ne vaut qu'en tant qu'elle est dirigée contre le permis valant autorisation d'exploitation commerciale, qui ne vaut pas en tant qu'elle est dirigée contre le permis valant autorisation de construire. Et donc dans cette affaire, on a confirmé l'appréciation faite par la Cour administrative d'appel du caractère irrecevable de cette argumentation à l'appui d'un recours contre l'autorisation de construire. Donc voilà pour l'intérêt à agir. Le deuxième point qui pose des difficultés d'un point de vue procédural, c'est évidemment l'existence de ce recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Donc même si c'est un
un recours administratif, c'est un RAPO qui est assez hétérodoxe par rapport au RAPO habituel. Il est hétérodoxe tout simplement parce que au fond, ce n'est pas la décision en cause qui fait l'objet du RAPO, mais ce RAPO donne lieu à un simple avis. Donc on n'est pas tout à fait dans l'épure des recours administratifs préalables obligatoires, mais on applique tout de même le régime applicable à ces recours, et en particulier ce qui a des conséquences importantes en contentieux, le caractère irrecevable d'un recours contentieux devant la Cour administrative d'appel lorsque le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été fait dans les délais, et donc il est tardif et donc irrecevable. Donc on fait application là du régime classique en matière de conséquences tirées de la tardivité du recours préalable obligatoire, et c'est une décision 1986 Roth-Jacob qui a jugé cela, le fait qu'on tire les conséquences contentieuses de la tardivité du recours préalable obligatoire. Et c'est aussi d'ailleurs quelque chose qu'on mentionne dans un avis société d'Ifradis du 15 avril, me semble-t-il, du 15 avril 2019, où l'on examine justement, et c'est là que les choses sont assez complexes, au fond, les différentes causes d'irrecevabilité du recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Donc les causes d'irrecevabilité sont assez nombreuses. Je pense qu'on peut en dénombrer au moins 5. Les 4 premières étant énoncées par les dispositions des articles R752-30 à 32 du Code de commerce. Donc le recours tardif, le recours formé plus d'un mois après la plus tardive des mesures de publicité, le recours qui n'est pas accompagné de la justification de la qualité de l'intérêt pour agir, et l'absence également de communication du recours devant la commission nationale aux bénéficiaires de l'autorisation de l'avis favorable donné par la commission départementale d'aménagement commercial. Et ça, c'est pas quelque chose de théorique, puisqu'on a eu lors de notre dernière séance de jugement au Conseil d'État un arrêt de cour qui à juste titre a jugé que était irrecevable le recours le recours contentieux devant la Cour administrative d'appel dès lors que le recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial était irrecevable lui-même pour défaut de communication du recours aux pétitionnaires. Donc c'est un élément important à prendre en compte. Et la 5e cause d'irrecevabilité, c'est le défaut d'intérêt pour agir. C'est dans cet avis, juste précisément, dans ce même avis d'Ifradis, on a essayé d'énoncer les conséquences qui doivent être tirées de l'irrecevabilité retenue à tort par la Commission nationale d'aménagement commercial, en disant finalement 2 choses. Lorsque la CNAC dit à tort que le RAPO est irrecevable, donc la première chose que l'on juge sur ce point, c'est que au fond ce RAPO, c'est pas une garantie au sens de notre jurisprudence d'Antony. C'est pas une garantie pour l'auteur du recours administratif préalable obligatoire. Mais en revanche, la Cour administrative d'appel, lorsqu'elle est saisie du contentieux, doit s'interroger sur le point de savoir si, en opposant à tort le caractère irrecevable du recours préalable obligatoire, au fond, la CNAC a pris une décision, après un avis qui a eu une conséquence sur la décision qui a été prise finalement. Ce qui n'est pas évident, et il nous a semblé ici qu'en réalité il fallait tenir compte de la possibilité pour la CNAC d'être saisie en fait par plusieurs concurrents, donc pour le même projet, d'être saisie de plusieurs recours préalables obligatoires, et au fond l'idée derrière cela, c'est que la CNAC
si elle oppose à tort le caractère irrecevable à l'un de ses recours, mais que, par ailleurs, elle examine un autre recours qui soulève des arguments identiques et elle se prononce au fond sur ce recours, eh bien finalement l'irrecevabilité opposée à tort par la CNAC, elle n'aura pas eu véritablement d'incidence et d'influence sur la décision du maire d'accorder ou pas le permis de construire tenant lieu d'autorisation commerciale. Donc finalement, on ne tirera pas de conséquences de ce que la CNAC, pour l'un des recours, a opposé à tort le caractère irrecevable du recours obligatoire formé devant elle. Voilà, donc on voit que ce sont des questions quand même assez subtiles et assez complexes. J'en viens à mon deuxième point, qui est plus sur le fond du contrôle que nous opérons, plus sur la légalité interne. La première question que j'identifie ici, qui me semble pas encore véritablement tranchée dans la jurisprudence, qu'il a été partiellement, plus exactement, c'est la question de la compétence liée du maire. Je dis que ça a été partiellement tranché parce que dans une décision Société Rodrigue du 3 juillet 2020, dans cette décision, nous jugeons que lorsque le projet se trouve sur un terrain qui n'est pas constructible, eh bien, le maire a compétence liée pour refuser le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Tout simplement parce qu'on ne peut pas implanter un bâtiment, un commerce sur un terrain qui n'est pas constructible. Donc voilà, et là on fait application de jurisprudence qu'on a déjà appliquée en matière de permis de construire, je dirais, pur. Mais demeure la question de savoir ce que ferait le maire, enfin ce que doit faire le maire lorsqu'il est saisi lorsqu'il doit prendre sa décision et qu'il a dans son dossier donc un avis défavorable de la commission départementale confirmée par la commission nationale ou un avis défavorable prononcé par la commission nationale sur recours contre l'avis de la commission départementale. Donc quand il y a un avis défavorable au projet, est-ce que le maire est tenu de refuser le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale? On n'a pas eu pour l'instant à juger ce point, enfin en tout cas nous au Conseil d'État. Ça paraît assez difficile de considérer que le maire puisse délivrer le permis alors même qu'il y a un avis défavorable des commissions départementales et nationales. Bon. En même temps, on peut aussi imaginer que le maire ait sa propre appréciation de la faisabilité du projet, je dirais, du point de vue commercial, du point de vue de l'autorisation d'exploitation commerciale. On pourrait imaginer cela, mais ce qui me semble quand même difficile eu égard à la compétence comme assez exclusive dont disposent les commissions départementales d'aménagement commercial et national sur ce point. Donc c'est une question qui demeure ouverte, qui ne trouve pas de précédent dans la jurisprudence. On a une décision dans le paysage, mais qui concerne un peu l'hypothèse inverse. Il avait été jugé, c'est déjà assez ancien, en 1980, que le maire avait compétence liée pour rejeter une demande de permis de construire, un centre commercial, dès lors que l'autorisation d'urbanisme commercial avait été préalablement refusée. Voilà. Donc le refus préalable par la commission départementale ou nationale, je ne sais plus, de la partie commerciale, empêchait le maire, c'est ce qui avait été jugé, de délivrer le permis de construire ce centre commercial. Voilà. Ce qui va quand même un peu plus tout de même dans l'idée d'une compétence liée du maire pour rejeter le permis en cas d'avis défavorable de la commission départementale ou nationale d'aménagement commercial.
Second point, dans les questions de fond qui demeurent, qui sont complexes, en tout cas c'est assez spécifique à la matière. Bon, ça a été peut-être très très bien dit auparavant, c'est la question de la distinction des moyens selon l'auteur du recours. Et je dis bon, les moyens urbanistiques ne sont pas recevables lorsque l'auteur du recours est un concurrent et qu'il n'attaque le permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, et à l'inverse, les moyens commerciaux ne sont pas recevables lorsque l'auteur du recours est par exemple un voisin de la construction qui ne veut remettre en question le permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation de construire. Se pose quand même la question de savoir si on ne peut pas avoir des requérants qui, au fond, pourraient éventuellement cocher les deux cases, d'être à la fois concurrent commercial et à la fois voisin du projet, ce qui est peut-être possible, je dirais, matériellement, mais ce qui a priori me semble exclu dans ce qui est déjà jugé au fond et dans ce qu'on envisage peut-être ici de juger. Donc il y a vraiment cette volonté de maintenir une distinction nette des angles d'attaque du permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, et en témoigne une décision du 7 mars 2018, Madame Bloch, qui là encore montre bien la continuité en fait entre ce qu'on juge aujourd'hui et ce qu'on jugeait sous l'ancien régime, puisque dans cette décision, Madame Bloch, nous disons, décision du Conseil d'État, je cite, les dispositions du Code de commerce et du Code de l'urbanisme constituent des législations indépendantes répondant à des finalités distinctes, ce qu'on affirmait déjà auparavant, et par suite des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du Code de commerce ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête dirigée contre un permis en tant qu'il vaut autorisation de construire. Et donc c'est ce qu'on a opposé à un concurrent commercial qui était, je crois ici, la société Lidl. Donc on voit bien qu'on reste quand même on maintient ce principe un peu de l'indépendance des législations et de l'appréciation différenciée des angles d'attaque. Toujours sur le fond, deux autres points qui me semblent importants. Le premier, c'est le fait que pour nous, en cassation, l'appréciation portée par les juges du fond, donc par la Cour administrative d'appel, sur les critères énoncés par le Code de commerce, les différents critères, aménagement du territoire, etc. Donc cette appréciation, elle est souveraine. Ça signifie que pour nous, en cassation, nous faisons un contrôle restreint, distancié de dénaturation, et ce qui signifie très concrètement qu'il est en fait très rare que nous, Conseil d'État, nous annulions des arrêts de cour administrative d'appel qui se sont prononcés sur le fait de savoir si le projet satisfaisait, répondait, en tout cas était compatible avec tel ou tel critère énoncé par le L52.1, etc. du Code de commerce. Et là, ça pose peut-être aussi, ça pose quand même une question, sachant que la Cour est statue en premier dernier ressort. C'est au fond de savoir si du fait de cela, donc le fait qu'il y ait un seul degré de juridiction, et qu'en plus nous fassions, nous, un contrôle de simple dénaturation, voilà, est-ce que ça fait pas un peu, j'exagère un peu là, mais est-ce que ça fait pas un peu passoire, quoi, et est-ce qu'on contrôle vraiment les choses, et est-ce qu'on laisse pas passer des choses qui
grâce à un contrôle normal, qu'on appelle un contrôle de qualification juridique, ne serait pas passé. Voilà. Est-ce qu'on laisse pas passer des projets qui, en fait, grâce à un contrôle plus approfondi, au fond, on se serait rendu compte qu'ils ne satisfaisaient pas à tel ou tel objectif énoncé par le code de commerce. Et voilà, c'est une interrogation qu'on a et que j'ai lorsque je conclue sur les affaires sur ces affaires-là, parce que on se rend compte finalement que tout ce que dit la Cour sur tel ou tel objectif du code de commerce, finalement, il faut vraiment que ce soit grossièrement erroné au regard des pièces du dossier qu'elle a pour qu'on censure en cassation. Donc finalement, le contrôle, ça signifie très concrètement que le contrôle juridictionnel sur l'appréciation de la compatibilité du projet avec les objectifs du code de commerce, ce contrôle est quand même, je dirais, perfectible. Et deuxième point, je tiens quand même à souligner qu'on a très souvent des arrêts de cour qui sont très très bien rédigés. Et on se rend compte que c'est un gros travail en fait pour nos collègues de cour d'appel. On a souvent des arrêts de cour longuement motivés sur tel objectif, tel autre objectif du code de commerce. Alors peut-être aussi parce que la Cour fait que derrière on fera un contrôle assez restreint, et donc que si tout ce qu'elle dit est très développé, il n'y a aucune raison qu'elle soit cassée. Mais en tout cas, c'est vraiment, on a des arrêts très bien rédigés avec un gros travail des collègues. Et c'est aussi le cas en matière d'appréciation de la compatibilité du projet. Et là, c'est un sujet qui revient quand même très fréquemment. La compatibilité du projet avec les schémas de cohérence territoriale. Puisqu'on a jugé, c'était en 2018, Fédération des commerçants, artisans, vitrines de Caen, que le contrôle qui doit être fait par le juge du fond, là, par la Cour, c'est un contrôle non pas de conformité du projet aux objectifs énoncés par le schéma de cohérence territoriale, sachant que dans ces schémas, il y a quand même très souvent des prescriptions assez précises en matière d'implantation de commerce, vraiment très précises au niveau des surfaces, des hauteurs, etc. Enfin, vraiment, si on faisait un contrôle de conformité, on annulerait beaucoup, je pense, de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour non-conformité au SCOT, en fait, vraiment. Mais c'est pas un contrôle de conformité qui est retenu, c'est un contrôle de compatibilité et un contrôle global, c'est-à-dire ce n'est pas un contrôle de compatibilité par rapport à telle partie précisément identifiée du document d'orientation et d'objectif du SCOT, mais un contrôle par rapport à l'ensemble de ce document. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est ce qu'on a jugé en 2018, c'est pas évident, franchement, au fond, pour les cours de l'appliquer et de voir ce qu'elle peut faire concrètement, de faire la balance, en fait, entre contrôler quand même d'un côté, qui est la compatibilité, mais de l'autre, ne pas faire un contrôle qui soit poussé au point qu'il ne soit plus de compatibilité, mais de conformité. Et c'est une argumentation qui revient régulièrement devant les cours, mais en tout cas surtout devant nous, où on nous dit en cassation, en fait, la Cour a commis une erreur de droit parce que au lieu d'un contrôle de compatibilité, elle a fait un contrôle de conformité. Et très souvent, d'ailleurs, c'est le pétitionnaire qui nous dit ça parce que grâce à ce contrôle de compatibilité, la Cour a estimé que le projet, ça n'allait pas et donc a refusé finalement le projet. Mais en réalité, là encore, on peut que saluer en fait le travail qui est fait par les cours administratifs d'appel, qui souvent, sur le contrôle de compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, là aussi, ont des motivations assez détaillées. Et d'ailleurs, le côté détaillé des motivations peut être utilisé par les avocats au Conseil d'État, à la Cour de cassation, puisqu'ils nous disent, mais vous voyez bien, comme c'est détaillé, ça montre bien que le contrôle, il n'est pas distancié de compatibilité, il est de conformité. Mais ce qui n'est pas le cas, en fait, en réalité, parce que souvent, quand on regarde les arrêts de course, on se rend compte que
la Cour regarde l'ensemble un peu des objectifs qui sont dans le document d'orientation d'objectifs du SCOT et voilà, sans censurer vraiment le fait de méconnaître telle ou telle prescription du SCOT, eh bien, il y a une appréciation globale qui peut conduire à dire que lorsqu'il y a déjà une énorme zone commerciale avec un hypermarché central d'une surface très importante, et que le SCOT donne comme orientation générale le fait de ne pas densifier davantage l'offre commerciale dans telle zone lorsqu'elle est déjà importante, et ben ça suffit à dire que un projet supplémentaire d'offre commerciale, il n'est pas compatible avec le SCOT. Voilà, mais en tout cas, ça demeure un point, un point important parce que c'est souvent une source d'annulation des décisions d'octroi de permis et parce que l'appréciation portée par les juges du fond là-dessus est souvent contestée devant nous en cassation. Et je termine, troisième et dernier point de mon intervention sur les pouvoirs du juge, avec d'abord la question de la portée de l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir. Alors là, nous avons déjà un peu défriché les choses dans notre avis société MDVP de décembre 2016. Lorsque le juge est saisi, lorsque la cour administrative d'appel est saisie par un concurrent commercial, mais là c'est aussi le S600-1-K du Code de l'urbanisme, eh bien la cour ne peut annuler le permis de construire qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, et donc elle ne peut annuler que la partie purement commerciale. Elle doit donc laisser intacte la partie urbanistique du permis de construire. Et la question est ici de savoir, au fond, lorsque cette annulation est limitée donc à la partie commerciale, est-ce que ça fait obstacle à la réalisation du projet, sachant que la partie urbanistique demeure. Ça, c'est une question assez pratique, et d'ailleurs, je pense que ce sont plutôt les praticiens qui pourraient nous dire ce qu'ils font dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'ils font quand le volet commercial est annulé, mais que le volet urbanistique n'est pas touché? Est-ce qu'on peut envisager quand même de construire le bâtiment, mais sans lui donner une destination commerciale? On n'a pas jugé dans notre avis société MDVP de 2016. Et au fond, on était, dans mon souvenir, on n'était pas tout à fait sûr finalement que l'annulation du volet commercial empêchait la construction du bâtiment, voilà, sans lui donner une finalité commerciale, même si évidemment il y a un risque qu'on prend en construisant ce bâtiment sans possibilité de l'affecter à une utilisation commerciale. Deuxième point en ce qui concerne les pouvoirs du juge, donc c'est la question de la régularisation du permis, qu'on a abordé également dans notre avis société MDVP, en indiquant que au fond cette réalisation elle est possible parce que le permis de construire l'autorisation d'exploitation commerciale, c'est un permis de construire quand même. Et donc on fait application ici de l'article R600-5-1 du Code de l'urbanisme, qui permet donc au juge, donc initiative du juge, d'inviter le pétitionnaire à régulariser le permis. Et on peut imaginer que cette faculté de régularisation offerte par le juge, elle pourra s'exercer lorsque, à l'égard d'un permis qui a été délivré après un avis favorable de la commission départementale, donc un permis qui a été délivré dès l'avis favorable de la commission départementale, alors que la commission nationale était saisie d'un recours et qu'elle a finalement
pris un second avis, également favorable, et qui s'est substitué à l'avis de la commission départementale. Ça veut dire que dans cette hypothèse, on a un permis qui est délivré sur le fondement, un permis qui est délivré sur le fondement d'un avis qui n'existe plus, puisque l'avis de la commission départementale disparaît au profit de celui de la commission nationale. Mais ça ne change rien sur le fond, puisque la commission nationale est également favorable au projet, comme l'était la commission départementale. Donc ça peut être là une bonne hypothèse de régularisation du permis à l'initiative du juge sur le fondement du R600-5-1 du Code de l'urbanisme. Toujours en matière de régularisation, on peut appliquer également la régularisation à l'initiative non plus du juge, mais de l'administration. Une régularisation qui est prévue par la jurisprudence et en particulier par la décision société La Fontaine de Villiers du 2 février 2004. Et je termine là-dessus sur la question des régularisations. On peut au fond, tout dépend de l'irrégularité qu'on veut corriger. Lorsque l'irrégularité touche l'autorisation de construire et non l'autorisation d'exploitation commerciale, on peut penser qu'un simple permis modificatif, sans nouvelle autorisation commerciale ni modification, va suffire pour couvrir l'illégalité. Mais lorsque l'irrégularité concerne l'autorisation commerciale et qu'elle est substantielle, le permis modificatif, il devra être précédé, il faudra, j'allais dire, tout refaire. Le permis modificatif, il devra être précédé d'une nouvelle consultation de la Commission nationale ou même une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale. Voilà, donc tout dépend du caractère et de l'ampleur de l'irrégularité que l'on veut corriger. Et je termine avec la question des pouvoirs d'injonction, avec je vais citer un arrêt de cour administrative d'appel, un arrêt de la Cour de Nantes du 20 décembre 2019, un arrêt qui est intéressant parce que il n'y en a pas beaucoup de ce type, en tout cas pour l'instant. Il prononce une injonction positive, en fait, dans un sens déterminé, c'est-à-dire qu'il enjoint très concrètement à l'administration de délivrer le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale du fait d'une illégalité interne, enfin d'une illégalité de fond. Alors qu'auparavant, en tout cas souvent, l'injonction qui est faite, c'est souvent une injonction de réexamen par la Commission nationale d'aménagement commercial. Donc dans cet arrêt, c'est un arrêt qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, donc qui est devenu définitif. Dans cet arrêt, on a une injonction de délivrer le permis injonction faite à la CNAC de délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale. Voilà, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, notamment pour le pétitionnaire. Et alors sur ce point, il faut noter que depuis 2019, le pouvoir d'injonction, donc soit réexamen ou soit délivrance du titre sollicité ou de l'autorisation sollicitée, le pouvoir d'injonction, il peut être exercé d'office par le juge administratif, alors qu'auparavant, il devait être exercé à la demande des parties. Donc, cette possibilité, la possibilité d'injonction est donc très largement accrue par le fait que le juge puisse y recourir d'office. Et enfin, je terminerai par là, donc cette possibilité d'enjoindre la délivrance de l'autorisation d'enjoindre à la CNAC de délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale, elle pose la question, enfin plutôt elle nécessite d'appliquer notre jurisprudence de 2018, je crois, de section Société Eden,
tout à fait propre à l'office du juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusion à fin d'injonction. Lorsqu'il est saisi de telles conclusions, le juge de l'excès de pouvoir doit examiner les moyens d'annulation par ordre décroissant d'importance et, je dirais, de portée du point de vue de l'injonction. C'est-à-dire qu'il faut commencer à examiner les moyens qui, s'ils étaient accueillis, conduiraient le plus totalement à faire droit aux conclusions à fin d'injonction. Donc, en gros, commencer par l'examen des moyens de légalité interne, parce que s'ils sont accueillis, ça de fortes chances pour que ça conduise à enjoindre la délivrance de l'autorisation et pas simplement enjoindre le réexamen. Donc, on voit bien que là aussi, cette décision de Société Eden vient un peu modifier l'office du juge de l'excès de pouvoir en matière d'urbanisme commercial, saisi de conclusions à fin d'injonction. Et merci de votre attention.